Tiens, il a déféqué encore là, l'abruti. Faut pas dire ce genre de truc, ça marche pas bien. Voilà. Aïe. Bienvenue dans les États-Unis d'Armorique. Pas de désert de l'Arizona, ni de plaine du Montana, mais la Bretagne profonde, où Didier, un Belge tombé amoureux du Far West, a fondé son Didi Ranch. Au programme, tradition, chevaux et vie de cow-boy. Alors, prêt pour l'aventure ? Bon les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve aux États-Unis d'Armorique. Bon plus sérieusement on est en Bretagne, mais on est dans un ranch qui s'appelle le Didi Ranch. Et on va voir notre petit ami qui s'occupe de ça depuis pas mal d'années. En fait il élève des bovins à la méthode à l'ancienne en mode cowboy, avec lasso, etc. Je l'ai vu là-bas, il est en train de travailler. Hello. Avant de commencer, on a bu un café, histoire de discuter. Nous, au tout début de notre chaîne YouTube, on voulait créer un hangar, comme je t'avais dit, avec pas mal de matos. Super idée. Et on avait le projet aussi de faire des événements et de faire venir d'agriculteurs locaux, enfin des mecs qui produisent des trucs et faire tester aux gens, potentiellement vendre des trucs. Ouais, t'appellerais ça la grange ou un truc comme ça, tu vois, un peu mettre bien l'accent sur ce côté un peu rural, un peu nature, quoi. Et pourquoi t'as choisi de faire perdurer entre guillemets l'âme cow-boy en Bretagne, qui n'est pas une terre de base Alors, d'abord, parce que j'aime beaucoup la Bretagne. J'ai beaucoup navigué, parce que mon premier métier c'est moniteur de voile. Okay. Donc j'ai beaucoup navigué autour de la Bretagne et tout. J'ai toujours adoré cette culture assez forte, terre, mer. Et donc déjà cette force de la culture qu'on peut retrouver en Corse par exemple, ou dans les Pyrénées, cette forte empreinte culturelle et fierté, c'est un des éléments de base, quoi. Les Américains, ils sont fiers d'être Américains. La première chose, c'est qu'ils sont Américains. Et donc la Bretagne, ça m'a beaucoup plu par rapport à ça, cette identité forte. Après, il ne faut pas se leurrer, pour transposer ce qu'on fait ici, ou ce qu'on a essayé d'avoir, ce qu'on faisait aux États-Unis ici, bon déjà c'est pas possible, c'est trop petit. Voilà. Donc déjà rien que la taille des choses change tout, quoi. Et si tu veux de la terre, ici ça va, c'est encore entre guillemets abordable, quoi. Tu prends un hectare de terre, par ici ça va. On va dire pour le moment 4 500 €, 5 000 € l'hectare dans les terres, si c'est pas trop une terre à légumes comme ils appellent ça ici. Par exemple, tu viens en Belgique, on est à 65 000 € l'hectare, quoi. Terre, tu te dis mais moi je veux 20 hectares, une fois que tu as fait ça, tu n'as toujours rien, quoi. Puis ça n'a pas d'empreinte, ça n'a rien du tout, c'est pareil ici, tu vois. Alors c'est bien, c'est pas bien. Tout est vallonné, t'as une rivière dans le bas. Enfin, chaque fois que tu tournes un coin, tu dis, waouh, c'est magnifique, quoi. Tu descends, tu dis, t'as la jonction de deux rivières, une source, machin, c'est magnifique. T'as des vieux arbres, des arbres qui ont, je sais pas, des centaines d'années, là. On a un IF qui est là derrière, qui doit y avoir entre 700 et 900 ans. Bon, mon entrepreneur avait dit, ouais, on le met par terre et tout, ça va t'emmerder pour toute voiture. Il n'y a pas tort. Je dis, moi, le machin, il a 700, 900 ans, tu vas pas, enfin, on le coupe. Enfin, ça fait partie du truc. Donc tout ça, ça a une âme, ça a une culture, et voilà, ça m'a beaucoup plu. On a essayé de ramener ce qui m'a beaucoup plu aux États-Unis, ce qui me manque beaucoup, quoi. On a essayé de faire partager ça aux gens, quoi. Essayer de leur donner ce petit goût, cet avant-goût de ce que c'est. Entre l'image qu'on en a véhiculée un peu, je sais pas si tu connais la série Yellowstone, ou des choses comme ça et tout, qui sont des méga ranchs dans le Montana, etc., qui valent des dizaines de millions de dollars, des centaines de millions de dollars, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Tu vois, moi, là où j'ai appris, c'était dur, c'est rough, comme on dit là-bas, t'es dans un mobil-home, il n'y a pas l'électricité, tu vois, il n'y a pas le chauffage, il n'y a rien du tout. Le frigo, nous, on le laissait ouvert la nuit pour que le froid il rentre dedans, quoi. Le matin à 5 h, tu le refermes, comme ça tu passes ta journée et ta viande qui est dedans, elle est, voilà, tu vois. L'Arizona c'est très sec. Ah ouais. C'est que le désert, mais tu vois, j'ai un pote qui est dans le Montana, quand on dit qu'il y a le désert, il y a un peu plus de volume, si tu veux, en Arizona, dans le désert, avec de temps en temps, tu croises plutôt des cactus et des machins, des bazars, etc., mais il y a du volume, il y a des trucs, quoi. Ça dépend du Montana, c'est ouais, mais là, dans la partie est du Montana. Ouais, il n'y a rien, quoi. Ça n'a rien à voir avec Yellowstone, où il y a beaucoup de... Ah non, t'as pas un arbre. Bah, je reste attaché à l'Arizona, je trouve ça un peu un état de cœur, quoi. Tu vois. Bah écoute, on n'est pas déçus, hein. C'est vraiment l'environnement qu'on kiffe. Et en Bretagne, donc il y a tout qui va là. Il y a le truc breton, il y a le truc un peu texan, américain, plutôt Arizona ici. Mais ouais, c'est stylé. Mais on va découvrir son métier là, on a pas mal parlé.
On a une installation équestre ici, donc on est vraiment dans le pôle, on s'occupe des chevaux et tout, donc c'est vraiment ici que ça se passe. Donc on travaille avec des stalles, ça va nous servir à une mise en attente des chevaux, donc on vient, on les met là, soit parce qu'ils vont travailler, soit parce qu'on a des soins à leur faire ou autre chose. Alors il faut savoir qu'on travaille sur les chevaux, on va travailler sur plusieurs choses. Tu veux. Et en fait un cheval, si tu veux, il se construit sur 3 piliers. Physique, la technique et le mental. Ça, ce sont les 3 piliers majeurs sur lesquels on va construire le cheval. Et ces 3 piliers sont indissociables. C'est-à-dire que si tu veux apprendre quelque chose à un cheval, il faut qu'il soit mentalement capable de le faire, physiquement capable de le faire. Après, donc tu peux amener la technique. Mentalement, c'est-à-dire c'est toi qui l'éduques à faire certaines choses ou... Alors, non, ça va plus loin que ça, sur l'éducation certes, mais ça va aussi sur l'appréhension de ce que le cheval va avoir à faire, sur son ressenti. Pour lui faire faire quelque chose, il faut le maximum possible essayer d'avoir l'adhésion du cheval et le maximum possible d'avoir la volonté du cheval à faire ce que tu lui demandes de faire. En fait, il faut que le cheval il se dise « Ok, ça je peux le faire ». Idéalement, c'est ça. Et parfois, il faut pouvoir amener ça sur des process, si tu veux, qui ne sont pas forcément évidents pour le cheval. C'est clair que dans l'absolu, le cheval, il est mieux à rien faire dans sa pâture que de lui foutre une selle sur le dos et de le monter et de le tourner à gauche et à droite. Sauf que nous, comme on est une écurie de travail et qu'on a des exigences, soit de par nos clients, soit nos propres exigences par rapport au travail qu'on a effectué, ça ne va pas toujours être sympa, entre guillemets. La tâche, ça en fait partie. Nous, on attache beaucoup nos chevaux parce que nos chevaux vont être beaucoup à la tâche. Donc si tu les attaches jamais, c'est une punition d'être à la tâche, quoi. Si ça devient régulier et qu'en fait le cheval est à la tâche, ça fait partie de sa vie, c'est comme ça, quoi. Donc physique, technique, mental. T'as pas le mental, t'auras pas le physique. Un cheval qui a pas envie, qui est réfractaire, avec lequel tu parviens pas, voilà, parce que tu l'as gavé de technique, parce que le cheval il en a la casquette, mais c'est fini. Il s'utilise pas. S'il s'utilise pas, le physique diminue. Si le physique diminue, forcément c'est encore plus dur à faire. C'est tu finis par avoir un cheval qui est terminé, quoi. T'es avec une observation d'un animal, un cheval, c'est un animal, mais avoir ça en tête. J'imagine qu'entre 2 chevaux, en fait, c'est comme nous, on a des tempéraments différents. Carrément. Carrément. Du coup, c'est à toi d'essayer de comprendre un peu le tempérament pour l'éduquer d'une façon différente aussi. Je pense que l'apprentissage des chevaux, si tu veux, il y a beaucoup de structures, beaucoup de méthodologies, beaucoup de choses qui existent. Et l'une n'est pas forcément meilleure que l'autre ou des choses comme ça. En fait, là où les gens doivent être bons, c'est dans la lecture du cheval. C'est-à-dire, en fonction de tel cheval, tel tempérament, tel passif, telle chose, c'est d'utiliser le bon outil pour faire les bonnes choses. Il y a trop de guerres de clochers, ah ouais, il faut toujours faire ça, il faut jamais faire ça, il faut la méthode tatata et pas la méthode tatata et tout. C'est débile, parce que c'est au détriment du cheval. Il ne faut pas rester figé, il faut regarder, lire le cheval, apprécier le cheval. Et donc, tu as l'outil qui va être adapté au cheval et tu as aussi l'outil maîtrisé par celui qui tient l'outil. C'est-à-dire, ton tempérament va être fait de telle manière que tu vas pouvoir utiliser cet outil-là et quelqu'un d'autre non, parce qu'il n'en a pas le caractère, parce qu'il le ressent moins bien, comme si demain tu devais sculpter une pièce de bois, quoi. Il y en a qui vont partir avec un ciseau à bois, d'autres qui disent non, moi je fais ma première découpe à la tronçonneuse, je finis au papier à poncer, peu importe, c'est le résultat final qui compte, tu vois. Là on a des selles de travail, on y reviendra tout à l'heure. Chaque selle a sa fonction, c'est-à-dire qu'une selle c'est pas une autre. Ici c'est des selles de ranch, ça c'est ce qu'on va appeler une selle all around pour faire à peu près de tout. Ça c'est une selle pure ranch et on a une selle ici travail bétail cutting. Chaque selle, si tu veux, a une fonction. Il y a autant de selles qu'il y a de disciplines western. Donc tu vas avoir des selles de reining, des selles de barrel racing, des selles de cutting, des selles à peu près tout. Elles ont leur spécificité technique. L'assise n'est pas la même, le renfort des arçons ne sont pas les mêmes. Donc à l'intérieur, tu as une pièce en bois qui est renforcée ou non. Donc c'est pas la même chose. Il y a des selles de tradition différentes, californiennes ou texanes. Il y a ces spécificités-là. Yeah, Houston, Texas, Britain. Non, vraiment, on n'est pas sur le meilleur département, on est encore dans le Morbihan, la meilleure région de France. En fait, c'est simple, le Morbihan, c'est toute l'Europe et tout le monde occidental dans un endroit. Donc ça. Soyez gentils avec les animaux et ils vous le rendront tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le bien-être animal. Même si j'aime bien les manger, tu vois. Bon, le cheval, j'en mange pas. Lui, il veut me manger, tu vois. Je suis un homme, je suis pas mangeable. Vindiou.
Ah, j'étais pas loin, j'étais tellement pas loin, frère. Oh là là, je l'aurais pris. On en a un chacun, le premier qui arrive. Maman les copains, aujourd'hui on va apprendre à faire du rodéo. On va apprendre à faire du lasso mon copain. Et on arrive comme ça. Mon copain, la petite vache, je l'attrape, je la ligote et après je la bouffe. Bon, plus sérieusement, on est en train de faire une petite découverte au ranch et on va apprendre finalement à voir à peu près tous les tenants et les aboutissants d'un ranch en pleine Bretagne, en pleine campagne bretonne. Tu sais que j'ai cru que j'allais me faire étrangler là. Ah, t'es tiré en arrière comme ça là. On a renforcé ici et renforcé l'arçon. D'où le mot ranch cutting. Okay, de nouveau pour éviter ce bras de levier. Donc ici on retrouve un collier de chasse. Donc c'est la partie qui se met devant, qui stabilise la selle et qui l'empêche de reculer. On a les sangles, mais sauf que ici on a une sangle qui est à l'arrière et à l'avant. On a double sangle, comme sur cette selle-ci. Ici j'ai une sacoche de travail qui me permet de mettre ce que j'ai besoin. De l'autre côté, donc ici j'ai ma pince à clôture, tu vois, qui est sur ma selle avec des crampillons qui sont dans une petite pochette qui est juste en dessous. Voilà, ça c'est vraiment ma selle avec laquelle je vais travailler. Il y a des standards, par exemple, ici on est sur des selles full quarter, et donc ça dépend de l'écartement et de la planéité des barres. Les barres, c'est ce qui est sur l'arçon, si tu veux, en fait, c'est ce qui va se poser sur le dos du cheval, et donc on peut les avoir plus ou moins plates, plus ou moins fermées. Il y a une flexibilité au niveau de la planéité des barres et de l'arçon, mais on reste quand même sur du standard. Donc nous, quand on travaille un cheval, quand on commence au licol. Donc on commence avec quelque chose comme ça, là, avec pas un licol plat, mais un licol, ouais, un licol à nœud, des choses comme ça. Ensuite, après, on passe sur ce qu'on appelle du side pull. On appelle ça une enasure, hein. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dans la bouche du cheval, mais sur son nez. Donc en fait, le chanfrein du cheval vient ici. Donc on va travailler avec ça. Ensuite, une fois qu'on a travaillé avec ça, on travaille avec du simple filet, et ce n'est que bien plus tard qu'on va se diriger vers ce genre de mort-là. Et puis ici, avec un mort de bride. Alors pourquoi utiliser ce type de mort? Alors, il faut savoir que si un cheval a ça dans la bouche, il faut qu'il aille nickel avec ça, ça et ça. C'est parce que ça va bien qu'on peut lui mettre ça, et pas l'inverse. C'est pas parce que ça va plus avec ça qu'on passe à ça, qui est le cas en classique en général. On part de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, parce que le cheval ne respecte pas la main, parce que le cheval est lourd, parce que si, parce que ça, normalement. Je dis normalement parce qu'il y a toujours des exceptions, hein, mais bon. Et pourquoi on utilise ça? C'est pour avoir en fait un monosignal, pour pouvoir travailler à une seule main. Quand je vais travailler avec le lasso et que j'ai mes rênes là, je dois pouvoir avoir un contrôle assez fin, avec un minimum de mouvement de la main, je dois avoir un contrôle sur le cheval. Et malheureusement, je ne peux pas utiliser ma deuxième main. Donc j'ai besoin d'un monosignal. Le monosignal va être amené par le fait que, tu vois, tout est verrouillé, ça bouge pas. C'est-à-dire que si je lève ici, ou si c'est un petit peu décentré, j'ai un signal homogène. Alors qu'ici, tout est mobile. C'est une transition pour passer de ça à ça. C'est destiné à ça, c'est destiné à pouvoir travailler avec une main. Dès qu'on fait une nouvelle activité, t'as l'impression que c'est facile et tout. Et en fait, il n'y a que de la technique. Toujours des trucs techniques. Ouais. Prends un truc avec une main. On ouvre la barrière là et puis on les travaille dans le rond. Donc si on ne peut pas les toucher, les attraper, etc. Et tout ça, on va travailler comme ça, travailler en liberté, les ramener jusqu'à ce qu'on puisse les manipuler correctement. Là, on est vraiment au milieu, hein. Donc on a à peu près 15 hectares au-dessus. Hein. Ça passe derrière les arbres et donc ici on est sur l'angle et donc après on a à peu près une dizaine d'hectares par là, quoi. On est vraiment au milieu. On a appelé un mountain trail.
C'est un petit parcours d'obstacles et tout, donc les gens ils aiment bien, les clients ils aiment bien. On a fait 2-3 trucs, 2-3 passages, tu vois, des petits ponts, des petites choses comme ça, tu vois. Les clients, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui payent pour avoir accès à ça avec leurs chevaux? Ouais, alors soit on fait sous forme de stage et de formation, si tu veux, on explique aux gens comment ils doivent faire pour que le cheval fasse ça en sécurité. Et pour nos propriétaires, c'est pareil, quoi, tu vois, les propriétaires ils sont bien là, ils ont accès à tout ça. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu as une société qui gère tes trucs et tu achètes via la société? Ouais, c'est ça en fait, c'est un peu le jeu, hein, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui s'équilibre comme ça, entre les investissements et tout. Si, ça c'est indispensable. L'idéal c'est ce que nous on a, c'est en fait tu as une société, tu as une asso aussi, et puis toi privé quoi. Parce que tout ce qui est organisation, événements, machin et tout, c'est l'asso qui doit prendre ça à charge. Au niveau des responsabilités, il se passe quelque chose, j'en sais rien, quoi, quelque chose de grave, et tu vois, on se retourne contre ton asso, tu perds pas tout quoi. Ah bah ouais, parce que sinon, t'imagines, j'en sais rien, il y a un mec qui stole, on trouve que bah ouais, mais bon, la barrière elle était pas assez solide, ouais, bah t'as pas envie de te perdre ta maison et ton bordel parce que voilà. Un moment de contact assez privilégié, donc ça doit être un bon moment pour le cheval. Ça fait partie de ce qu'on a dit tout à l'heure, ce matin, là, par rapport au confort et à l'inconfort. Je vais chercher le cheval dans son paddock, il vient ici, je m'occupe de lui, je veux qu'en fait il passe un bon moment. Et ça, est-ce que chaque cheval a des habitudes avec chaque homme ou pas? Ou alors peu importe qui travaille le cheval, il sera habitué? Alors oui, le cheval s'habitue, ça c'est sûr. Par contre, ça reste un animal grégaire. Donc le respect n'est pas transférable. Donc il faut faire attention, quoi. Donc, par exemple, là, est-ce que toi tu fais ça avec certains chevaux que tu as ou tu le fais avec tous les chevaux? Ou par exemple, est-ce que ta femme le fait avec certains types de chevaux? Non, Ils sont habitués à tout le monde, quoi. Oui, ben justement pour éviter cette personnalisation du comportement, si tu veux, on veut pas ça. Parce que si tu imagines, l'idée c'est de rendre le cheval au propriétaire, que le propriétaire s'en sorte. Et pas de dire, bah oui, bah, tu vois, avec moi ça marche, avec toi ça marche pas, quoi. Donc on fait très attention justement. Alors il y a certains chevaux qui ont une sacrée tendance à ça et d'autres moins. Mais on va faire attention à ce que justement de la polyvalence des gens qui interviennent. Si je remarque que le cheval, ça marche très bien avec moi et pas avec les autres personnes, je vais justement faire en sorte qu'une autre personne s'occupe du cheval. Parce que même si c'est toujours plaisant, tu dis, bah ouais, c'est parce qu'il aime moi et parce qu'il est bien avec moi. Oui, mais enfin, c'est pas le but du jeu, c'est pas mon cheval, c'est le cheval d'un client. Donc je veux que le cheval il soit à l'aise aussi bien avec moi qu'avec le client. C'est important. Alors, il faut savoir qu'avec les chevaux, si tu veux, et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, si tu veux, le cheval va essayer de te classer d'un point de vue social par rapport à lui. Je veux dire par là que, en fait, il n'y a que 3 positionnements possibles. Soit tu es dominant, soit tu es dominé, soit tu es entre guillemets pote de prairie, voilà. Et ça, c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Tu peux choisir de prendre un des positionnements, ça peut se choisir, mais si tu le fais pas, le cheval le fera pour toi. Tu peux choisir, ça veut dire que tu peux consciemment toi choisir d'être dominé par ton cheval? Oui. Quel est l'intérêt du coup? Tu peux avoir ce genre d'intérêt pour avoir certains types de comportements avec le cheval. Par exemple, les gens de spectacle vont agir un peu sur ça, tu vois. C'est-à-dire faire en sorte de garder un petit peu ce côté dominant pour avoir la flamboyance du cheval. Le cheval est très peu contrarié, voire dominant, donc tu vas avoir un entier qui roule des mécaniques, voilà, qu'on va récompenser. C'est une attitude qu'on va provoquer, récompenser. Tu joues un petit peu avec ce facteur-là. Ok. Moi, je viens chercher là, donne le pied, voilà, très bien. Pareil avec l'arrière, je préviens, je demande. Voilà, très bien. Par rapport à ce qu'on disait ce matin aussi dans la lecture du cheval, voilà, peut-être sur un cheval, je vais être beaucoup plus, qui serait impatient, je vais être beaucoup plus exigeant par rapport à l'immobilité au moment où on selle. Là, comme c'est une jument qui a un syndrome ataxique. On l'avait pas filmé, mais du coup, est-ce que tu peux redire ce que c'est le syndrome ataxique? Donc, le syndrome ataxique, c'est en fait un symptôme qui fait qu'on peut avoir un pincement des nerfs. De la sensation de où se trouvent ses pieds. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, donc de temps en temps, elle... Sensation au niveau des pieds, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça, ouais. Je vais être prudent et plus... Voilà. Sachant que si tu veux, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, si tu veux, le cheval, on lui met un cadre éducatif, un cadre d'exigence.
Mais le cadre d'exigence doit être adapté, si tu veux, à la capacité du cheval. C'est-à-dire si ton cadre est trop petit, trop exigeant, ton cheval va être hors cadre tout le temps. Et s'il est hors cadre tout le temps, bah, tu dois le recadrer tout le temps, c'est le cas de le dire. Et donc en fait, le cheval n'a pas de zone de confort, ça va pas aller. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire ouais bon, je mets un cadre, mais ça c'est pas grave. Si, soit le cadre, tu peux jouer avec la taille du cadre, mais pas avec la flexibilité des bords du cadre. C'est pas la même, d'accord? C'est comme un cheval dans un paddock. C'est un cheval remuant, très actif, et voilà, il n'a pas l'habitude. Je commence pas à me mettre un paddock de 3x3 avec des fils et tout. Tu es sûr qu'il va péter les fils ou qu'il va faire quelque chose. Tu le mets sur 2 hectares ou voilà, tu comprends. Tu adaptes le cadre au cheval, mais tu adaptes la taille du cadre, pas ton degré d'exigence par rapport au bord du cadre. Il y a plein de petites micro-demandes qui sont faites et voir si le cheval réagit par exemple. Donc là en fait quand je marche, de temps en temps, je mets ma main en avant, je fais une petite traction sur le licol en avant et je regarde si la jument répond. Quand je tire, si elle cède à la pression. Il faut savoir que majoritairement on demande ça tout le temps. Tu serres les jambes, tu pressions, céder à la pression, le cheval avance. Tirer le nez à gauche, pression, cession à la pression, je relâche, ok? Donc on va tout le temps faire ça. En fait le cheval, son naturel c'est d'aller contre la pression. Tu tires, je tire, tu me pousses, je te pousse. Nous en tant qu'entraîneurs, ce qui est très important, et même en tant que les cavaliers, ce qui est très important c'est de savoir ce que tu demandes. Il y a une différence entre le fond et la forme. Et il y a une différence entre ce qui est demandé et la conséquence de ce qui est demandé. C'est-à-dire que par exemple, quand tu es dans ta voiture, tu tournes le volant. Qu'est-ce que tu demandes? À droite ou à gauche? Ça, c'est la conséquence. Qu'est-ce que tu demandes quand tu tournes ton volant? Que tes roues soient orientées d'une façon. Voilà. Donc le cheval, c'est exactement la même chose. Quand tu fais quelque chose, tu dois savoir ce que tu demandes. Le fait que la voiture tourne, bah, ça fait que tu as une adhérence des roues que tu as tournées par rapport à la... Par exemple, quand je fais ça, on va dire, bah, tu demandes à ce que le cheval avance ou te suive. Non. J'ai fait une traction sur le licol, le cheval cède à la traction sur le licol. Résultat, le cheval avance. Mais ce que j'ai bien demandé au cheval, c'est ça. Pareil, s'il regarde, là par exemple, je fais ça. Ok, et je fais ça. Les deux conséquences sont presque les mêmes, le cheval recule. Dans la première, j'ai manifesté mon environnement, je dis tu respectes mon environnement, si mon environnement vient vers toi, non, reste là. Si mon environnement vient vers toi, tu recules. Dans le deuxième cas, j'ai pris une traction légère sur le licol en arrière, donc si ça tire en arrière, tu relâches la pression en reculant. Voilà, on a dit pas bouger. Pas bouge, pas bouge. Hop là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Good girl. Donc c'est une jument qui est difficile sur la marche arrière, etc. Mais donc je vais vous dire ce que je fais au départ. Comme on a dit tout à l'heure, je fais une chose à la fois. Donc la première chose que j'ai demandé, c'est le moteur. Donc j'ai mis un petit peu de jambe, la jument elle marche et je la laisse marcher. Ensuite, je vais venir chercher, si tu veux, une attitude et une réponse à mes aides. Donc là, dans un premier temps, je viens. Je demande le bout du nez du cheval. Voilà, je veux qu'elle garde le bout du nez là. Voilà. Et qu'elle tourne sans trop de soucis. Donc là, je prends la rêne intérieure. Donc l'idée, c'est ça. Je viens chercher qu'on appelle du pli, du nez à l'intérieur. Et le cheval est censé suivre son nez. Je m'assure, comme sur la voiture, quand je tourne les roues, quand je tourne le volant, les roues tournent. Donc là, le but du jeu, c'est de faire un travail au sol. Le but de récupérer un petit peu le cheval, de pouvoir l'éduquer correctement, de lui inculquer cette notion de respect, cette notion de cession à la pression, tout ça c'est important. Donc encore une fois, il faut bien faire attention à ce qui est travaillé, le fond des choses et pas la forme. Okay, donc ça c'est important. On peut avoir quelque chose qui ressemble dans la forme et perdre complètement le fond. Donc là c'est quoi le but de la manœuvre? Donc là, en fait, l'idée, c'est que le cheval réponde correctement à la pression qu'Alison fait, de voir aussi la réactivité du cheval par rapport à la contrariété. Vous voyez, ce hochement de la tête là et tout ça, le dos de linement, t'es pas content quoi. On prend une dominance sur le cheval. Raison pour laquelle le cheval ne se laisse pas faire et que ça l'embête. C'est pas tellement parce qu'Alison le bloque et tout ça. Ce ne sont pas les manœuvres qu'elle fait faire au cheval qui posent problème ou qui entraînent la réactivité, mais bien le fait qu'on oblige le cheval à faire quelque chose. Voilà. Donc là, le cheval, malgré la pression exercée à l'avant, le cheval a essayé de, voilà, comme il fait là, d'aller plus vite qu'Alison pour lui passer devant quand même. Ouais, forcer le passage. Him. Here. Okay, there we go.
vraiment stylé. On a beaucoup à apprendre. Mais il y a un monde où je reviens et on va monter à cheval un jour. Il y a un monde. Pas pour maintenant. Bon l'ami, on s'arrête là. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes bien ce genre de contenu. Si tu me le fais comprendre, il y en aura forcément d'autres. J'ai bien l'intention de retourner ici et de parler des bovins que Didier gère à cheval, de goûter la viande qu'il produit et surtout d'apprendre à monter sur mon premier destrier. Bref, comme d'habitude, like, partage, commente, j'en ai besoin. Ciao.